Ok, donc, alors, euh, oui, pour ceux qui m'ont fait la demande là, du Exchange, c'est le premier lien dans les notes partagées. Vous pouvez le prendre, c'est le CU13. C'est écrit. Ouais, En fait, le premier lien que tu as envoyé, c'était pas l'image ISO. Donc là, j'ai relancé le deuxième lien. Et non, non, le deuxième, c'est sûr que c'est pas un ISO. Le premier lien, c'est non, non, même si c'est pas un ISO, c'est ouais, c'est un fichier MSP, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on va utiliser. le- attends, Ça va être un patch. Attends, je vais te le faire remonter. Attends 2 minutes. en fait, C'est la j'ai téléchargé CU13. le premier lien, je l'ai téléchargé. Et Alors, attends, c'est un fichier MSP que tu récupères, c'est ça? oui, voilà. Et pour le deuxième, comme je suis en ADSL, du coup, il m'affiche 4 heures pour télécharger le deuxième. Euh, Bah attends. C'est en point ISO. Euh, Attends, je vais te donner un autre lien. Par contre, ouais, ça va te mettre un peu de temps, mais c'est pas grave, télécharge-le. Et même si on fait l'installation demain, c'est pas un souci. C'est ce qu'on a fait avec les TSSR 18 et 19, parce que c'est un ISO un peu balèze. Oui. Où est-ce que Et j'étais? du coup, pour aujourd'hui, on procède comment? Bah, j'ai installé une machine serveur Windows Alors, de toute façon, 2016. déjà, on aura besoin d'un AD. Donc déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un AD en place. Après, alors attendez, j'ai un autre lien. Je récupère le lien que j'ai pris moi directement la dernière fois. Ça va être plus simple. Ouais, le premier truc dont on va avoir besoin, c'est d'un AD. D'accord. C'est la première chose parce que c'est le premier prérequis. Une fois qu'on a un AD en place et tout ce qu'il faut, là, ouais, là, il nous faudra bien le Exchange, ouais, exactement. Juste pour voir que nous puissions tous s'organiser, en fait, Ouais, même si ça mais de toute pendant la façon, pause. ce que j'ai fait avec les 18 et les 19, c'est que moi, j'ai fait tourner le Exchange, je l'ai installé directement moi-même, tout le monde a pu suivre. Et D'accord. Ok. parce que vous allez avoir un cours de Exchange directement au CEFIAC. Et au CEFIAC, ça ira plus vite, que ce soit en termes de ressources RAM ou de ressources sur les téléchargements. Donc, ce qui m'intéresse le plus là, sur ces 2 jours-là, c'est surtout de voir comment tourne Exchange une fois que c'est mis en place. Le outil, D'accord. Plus comment, de parce que théorie, en fait. Plus de théorie avec toi. exactement, ouais, exactement. D'accord. C'est pour ça que moi, personnellement, j'en ai parlé avec M. Dan et je pense que sur les prochaines sessions, on fera 15 jours. Pour moi, un jour de théorie en messagerie, ça suffit amplement. D'accord. Savoir Euh, comment procéder. Et puis, parce que là, en matériel, en fait, les bécanes et Bah le surtout que réseau chez tu soi. vois, de toute façon, pour moi, pour faire vraiment tourner un Exchange, il faudra au moins 4 VM en même temps, sachant qu'Exchange occupe déjà 8 gigas. Donc pour moi, le meilleur, ça aurait été de faire des labs directement. Donc vu que on a des 3 jours encore de prévu sur Exchange, D'accord. moi je trouve que c'est meilleur de laisser Exchange pour l'Exchange la pratique sur justement le jour où. D'accord. Ben, on Exactement. prendra note aujourd'hui, on te suivra et ça sera plus simple, je crois, parce que c'est vraiment balèze comme fichier là. Je vois, c'est énorme, énorme. Ouais, 9 heures. ouais, mais même à l'installation, hein, même à l'installation, ça va prendre 3-4 heures à s'installer, enfin, au moins 1 heure et demie, 2 heures à s'installer. Donc Ouais. c'est pour ça qu'on vous laisse 3 jours quand il faut l'installer réellement Exchange Server. Donc c'est pour ça que j'ai proposé. Moi, en termes de théorie, je pense que d'ici cet après-midi, on aura fait le tour. D'accord? D'accord, d'accord, Euh, Ce que j'ai proposé, j'en avais parlé avec M. Dan, c'est que si vous avez envie de faire des révisions en particulier sur tel ou tel sujet, ça peut être un des jours où on peut profiter pour faire telle ou telle révision. Si vous avez telle ou telle question sur telle ou telle chose, faire tel ou tel TP ensemble, ça peut être le bon jour pour le faire. D'accord? Aujourd'hui, demain, il n'y aura aucun problème. d'accord. Je te remercie, Tard. Pas de souci. Donc, on parlait tout à l'heure des protocoles. D'accord? Donc, encore une fois, la messagerie en elle-même, elle repose sur des protocoles assez simples. Hein, d'accord? POP3 IMA pour ce qui est de récupérer des mails. D'ailleurs, je ne vous ai pas mis la deuxième image que je voulais vous mettre tout à l'heure. Donc, en gros, si je devais résumer ça, ça donnerait ça. OK? Je ne sais pas si ça s'affiche bien pour tout le monde. Euh,
j'ai l'impression que oui. Donc, je vais zoomer peut-être un petit peu. OK? Donc en rouge, c'est le protocole SMTP, en bleu, c'est le protocole IMAP ou POP3. POP3 peut faire aussi la même chose. Donc techniquement, lorsque j'envoie mes mails et qui vont être envoyés de serveur à serveur, ça va être du SMTP. D'accord? C'est du SMTP. C'est eux qui vont router les mails. Lorsque, là actuellement, l'ordinateur à droite qui veut récupérer ces mails, il va se connecter au serveur SMTP en IMAP. D'accord? En IMAP parce que c'est mieux que le POP3. Si déjà vous avez retenu ça, vous avez déjà retenu déjà le plus gros principe de la messagerie, comment elle tourne. D'accord? Deuxième chose, qu'est-ce que Exchange apporte en plus? Il apporte plusieurs options en plus. D'accord? Notamment celles grâce apportées via le protocole MAPI, à pas confondre avec IMAP, même s'ils ont les mêmes lettres. D'accord? Le protocole MAPI, qui est un protocole propriétaire Microsoft, ça veut dire qu'il n'y a que Microsoft qui est capable de l'utiliser et qu'il n'y a que Microsoft qui a le droit de l'utiliser. D'accord? Donc, ça veut dire que techniquement, je peux me faire un serveur mail ou une solution mail en open source sans souci. Pourquoi? Parce que SMTP, IMAP, POP3, c'est des protocoles ouverts. D'accord? Tout le monde a le droit de les utiliser, tout le monde a le droit de les modifier, il n'y a aucun problème. En revanche, à aucun moment, je peux utiliser le protocole MAPI. D'accord? Seul Microsoft a le droit d'utiliser. Le droit d'utiliser, il n'y a que eux qui peuvent le mettre en place, l'implémenter, on dit. D'accord? Il ne marche de toute façon qu'avec un serveur Exchange. API, ça veut dire Messaging Application Programming Interface. OK. Et donc, c'est notamment via ce protocole-là que Exchange s'est imposé comme l'outil numéro 1 collaboratif en entreprise. D'accord? Donc là, c'est pour faire un résumé un peu de ce qu'on a vu ce matin. Mais pour en revenir à ce que je disais, en termes de théorie, il n'y a pas non plus énormément de choses à voir. D'accord? Donc ça, c'est pour juste la présentation. OK? Exchange, première vraie version qui a vraiment révolutionné le monde de l'entreprise, c'est 2003. OK? Puis on a eu celle de 2010 qui était pas mal. Quoi d'autre? Les rôles. Donc à retenir, les rôles Exchange. Alors Exchange, pour qu'il tourne correctement, il est basé sur 5 rôles. OK? Vous installez qu'une seule solution à vue d'œil, comme l'AD. D'accord? Pourtant, l'AD, pour qu'il tourne, il a aussi besoin de 5 rôles. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu ça quand vous avez fait le cours d'Active Directory, mais si un jour vous faites de l'Active Directory un peu plus poussé, vous verrez que l'Active Directory repose aussi sur 5 rôles. Donc souvent, tous les gros services qui tournent chez Microsoft, en réalité, c'est plein de petits services à l'intérieur. D'accord? C'est pour ça que ça tourne aussi bien. C'est pour ça que c'est aussi très galère à installer souvent. Parce qu'en réalité, vous n'installez pas qu'un seul rôle. Vous n'installez pas qu'un seul service. Vous installez un paquet de services en même temps, mais sans vous en rendre compte. OK? Donc les 5 rôles donc, dont on a parlé pour Exchange, est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Il faut un mailbox déjà. Alors, le rôle MBX, le mailbox, d'accord? Le rôle principal, si on peut dire, oui. Donc, c'est quoi le rôle du mailbox? En fait, c'est une sorte de base de données, mail, gérée, c'est-à-dire il gère les boîtes mail en gros. Exactement, c'est lui qui va héberger les boîtes mail, ni plus ni moins. C'est lui qui va héberger les boîtes mail. Et du coup, c'est sur ce service-là, si je peux dire, c'est ce rôle-là qui permet donc d'avoir. Donc, il n'héberge pas que les boîtes mail au passage, hein. C'est une base de données qui héberge aussi les carnets d'adresses. D'accord? Donc, par exemple, quand je veux planifier des réunions, c'est ce rôle-là qui me permet d'avoir les calendriers et les disponibilités de tout le monde, par exemple. D'accord? Par contre, lui, il ne s'occupe pas du tout du transport. D'accord? Lui, son rôle, c'est qu'un rôle de gestion des boîtes mail et des carnets d'adresses et des agendas, tout ça. D'accord? Alors, le deuxième rôle, donc celui du coup qui s'occupe du transport, qui se rappelle du nom. Transport hub. Ouais, le rôle hub. C'est lui qui s'occupe du routage et de remettre les messages aux bonnes personnes. D'accord? Donc
Donc, une des options qu'il peut avoir, mais qui n'est pas active par défaut, c'est l'anti-spamming. D'accord? C'est lui qui va vous permettre de mettre en place des règles, par exemple. Je ne veux pas que on puisse envoyer des messages plus grands que 4 mégaoctets, par exemple. D'accord? Quand par exemple vous êtes sur outlook.com et que vous voulez envoyer un fichier et que vous dites fichier trop volumineux, bah, c'est ce rôle-là qui bloque ça, par exemple. D'accord? Ensuite, le troisième rôle. Le client accès serveur ou au rôle d'accès Ouais, au client? c'est ça, le CAS, exactement. Oui. Euh, il permet au client de pouvoir se connecter, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, avec le OWA. Exactement. Ouais, il permet de se connecter via du OWA. Alors en réalité, il permet de se connecter avec plein de manières différentes, plein de Oui. protocoles différents. Il faut juste que ces protocoles-là, ça soit des protocoles qui ne soient pas MAPI. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui permet d'utiliser aussi bien le POP3 que le IMAP, en fait. Parce qu'il y a des protocoles qui ne sont pas MAPI, ça veut dire que c'est IMAP ou POP3 en réalité. D'accord? Et ce qu'on a dit aussi, c'est qu'en réalité, les clients qui se connectent, les clients Outlook qui se connectent à distance sur le serveur, en réalité, ils ne sont pas connectés sur la MBX, ils sont connectés sur le CAS, du coup. Alors, sur les clients Access Server. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui, en fait, le OWA. Exactement. C'est ce que vous utilisez pour la plupart d'entre vous, exactement. Après, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont téléchargé Outlook. C'est possible aussi. On le fera d'ailleurs, je pense, tout à l'heure, peut-être sur une VM ou sinon vous pouvez le faire même en réel. Le téléchargement de Outlook en tant qu'application, tu veux dire, Ouais, pas ouais, un vous accès web, en téléchargez. fait. Exactement, ouais, vous téléchargez Oui. Office du coup, et dans Office, vous Oui. allez sélectionner que Outlook. On va le faire, je Yes. pense, cet après-midi pour qu'on voit un peu les différentes options. Par exemple, je vous conseille à tous d'avoir ce qu'on appelle une signature. Oui, d'accord. D'accord? C'est Ce quand genre de on choses. envoie un mail où il y a le nom, etc. Exactement, avec un Oui, logo et tout le bazar. oui, Comme ça, oui, vous ne le remplissez pas à chaque fois. Je vous conseille à tous oui. aussi vous n'êtes pas là pendant une semaine, il faut que vous puissiez prévenir les gens que vous n'êtes pas là pendant une semaine. Et donc, quand on vous envoie un mail, ça se voit tout de suite. Ok. D'accord? Tout ce genre de choses-là. On va le voir de toute façon, c'est probablement ce qu'on va voir cet après-midi. Ensuite, le quatrième rôle. Le rôle Edge, la passerelle? Ouais, le rôle Edge, le rôle qui sert de passerelle. Donc, on a dit la spécificité de ce rôle-là, c'est surtout. Alors, son rôle, c'est surtout de pouvoir transmettre des mails de l'extérieur vers d'autres mails, vers d'autres serveurs de l'extérieur. Donc, du coup, celui-là, comme il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts avec l'extérieur, on va le mettre en DMZ. Oui. D'accord? On va le mettre en DMZ et surtout, il va nous falloir un très bon antivirus. Un Il antivirus peut spécial. servir aussi de filtrer les messages. Il peut faire aussi office Oui, d'hygiène de messagerie. ouais, il peut faire office de scan anti-spam, de scan Oui. antivirus, il peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, pour l'antivirus, il y a une protection qui existe chez Exchange qui s'appelle Forefront Protection. Par contre, celui-là, ni on le met dans le domaine, ni on le laisse dans le LAN. On le met en DMZ. Ok. D'accord? Et le dernier rôle, Le L'UM, rôle M, ouais, l'UM. Le c'est dernier le rôle, c'est messagerie l'UM. unifiée. Exactement. Le unified message, message, donc qui permet d'avoir tous les types de messages que vous pouvez recevoir dans la journée. Ils sont réunis directement sur votre boîte mail. D'accord? Donc, y compris tout ce qui va être de la télécopie, du fax et tout ce qui va être des appels aussi. les appels. D'accord? C'est ce qui vous permet notamment de téléphoner via Outlook en passant à travers Skype, par exemple. D'accord? Ouais, Ma question tout à l'heure, tu as dit que ces 5 rôles, ils se sont regroupés en 2 rôles ou 3 rôles. oui. En fait, on a commencé à réduire un petit peu euh, le, le nombre de rôles. Alors, c'est pas qu'on a réellement réduit le nombre de rôles, hein. C'est qu'en Oui. réalité, maintenant, il y a des choses qu'on a confiées à que. Attendez que juste que je me connecte. Euh, qui fait que aujourd'hui, on peut tout réunir en réalité, sous 2 rôles. En Alors, réalité. qui sont? Alors, le premier rôle, celui qui bougera jamais. Donc, le rôle le plus important là parmi tous ceux que vous avez cités, Oui. c'est lequel?
celui qui vous Le semble le mailbox, là où on exactement. a Le, toute le, la le, boîte aux lettres. ouais, exactement. Le mailbox, celui-là, il ne peut pas bouger. D'accord? On aura Ok. toujours besoin du mailbox. OK? Et l'autre, celui qui a l'air d'être un peu différent et qui est obligé de se mettre tout seul en réalité. Bah, la passerelle, le rôle Edge. Ouais. Ok. En fait, aujourd'hui, le rôle qu'on va appeler MBX, il va réunir tous les autres rôles. Mais ça ne veut pas dire que les 5 rôles ont disparu, hein. Oui, oui, oui. Mais D'accord? Ils existent toujours, ils sont toujours là. On peut toujours les retrouver, on peut toujours les faire apparaître, il n'y a aucun problème. d'accord. D'accord? C'est juste qu'aujourd'hui, depuis Windows 2007, on a amélioré un petit peu ça. D'accord? Alors, voilà, donc ça, c'est plus ou moins ce qu'on a vu ce matin. Donc, comme vous avez vu, c'est rien de bien complexe. Ok. Alors, POP3, avantage, inconvénient de POP3. Donc, comme je vous ai dit, quand on a une solution, il y a toujours avantage, inconvénient. Il n'y a aucune solution qui n'a que des avantages, ça n'existe pas. D'accord? Donc, avantage du POP3. Il va libérer quand même pas mal d'espace pour le serveur. D'accord? Ça, c'est quand même un gros avantage parce que ça veut dire que le serveur, il reste quand même assez libre. Et ça permet d'avoir ses mails en local, donc ce qu'on appelle en offline, hors ligne. D'accord? Par contre, le gros inconvénient, forcément, c'est que déjà, premièrement, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue sécurité, on n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué de sécuriser plusieurs PC que de sécuriser un seul serveur. Ensuite, on n'a plus d'historique au niveau des messages reçus, envoyés, etc. D'accord? Surtout, il y avait un problème par rapport aux pièges jointes. D'accord? Il y avait un gros souci par rapport aux pièges jointes. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, les suivis de discussion, tout ça, si on est en POP3, c'est pas possible, par exemple. Parce que si la deuxième personne récupère déjà complètement le mail, moi, si j'ai envie de venir voir et suivre la discussion, je peux pas le faire, puisque le mail aurait disparu. D'accord? Donc, pour l'utilisation qu'on en fait actuellement du mail, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Exactement ça. D'accord? Par contre, l'utilisation qu'on faisait des mails auparavant, ça suffisait largement le POP3. D'accord? L'utilisation qu'on fait des mails aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est devenu un outil dont on peut plus se passer et surtout on envoie beaucoup de choses par les mails et surtout maintenant c'est des outils collaboratifs donc il y a autre chose que les mails qui passent. Le protocole IMAP, l'avantage, donc déjà il fait ce qu'on appelle du préchargement de mails. D'accord? Ça c'est pas mal pour les connexions, donc il s'adapte en fait à votre bande passante. D'accord? Ensuite, stockage sur un serveur. Alors à partir du moment où mes données elles sont stockées sur un serveur, ça veut dire que je peux y accéder n'importe où. Et la troisième avantage surtout, c'est la sécurité. D'accord? À partir du moment où mes données sont centralisées quelque part, je peux faire de la sauvegarde, donc je peux faire du backup. D'accord? Retenez bien les mots backup. Backup, c'est de la sauvegarde. Si mes mails sont répartis sur 50 PC, c'est impossible que je fasse de la sauvegarde. D'accord? Maintenant, si mes mails sont au même endroit, il n'y a pas de problème. Je peux faire du backup sans souci. Okay? L'inconvénient, par contre, c'est qu'il vous faut un serveur qui est non seulement du stockage assez puissant, mais surtout aussi de la RAM assez puissante et qui puisse gérer des requêtes en nombre en nombre élevé. D'accord? Sinon, il finit par tomber aussi. OK? Alors, pour MAPI, les protocoles le plus intéressant là pour le coup. Donc MAPI, donc son deuxième nom c'est Exchange Active Sync, d'accord? Donc c'est un protocole propriétaire comme on a dit. OK? Donc c'est une version. Alors pourquoi est-ce qu'il porte quasiment le même nom que IMAP? C'est parce qu'en réalité c'est une version un peu surélevée de IMAP, hein, d'accord? C'est une version un peu haut de gamme d'IMAP. C'est de ce constat-là qu'ils sont partis Microsoft hein, pour créer leur truc, créer ce protocole-là. OK? Donc, c'est ce qui permet de faire de la synchronisation aussi bien des mails que du calendrier, que des contacts. OK. Ensuite, il utilise ce qu'on appelle la technologie push. La technologie push, c'est tout ce qui vous permet d'envoyer ou recevoir de la data, des informations via le HTTPS. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout faire afficher quasiment via une interface web. D'accord?
Puis, il y a une chose qui est pas mal, ça s'appelle le mode exchange mise en cache. Qu'est-ce que de la mémoire cache? Et qu'est-ce que ça permet de faire? Attention, ça dépend, ouais, enfin, le principe reste le même, mais selon comment où vous placez votre cache et pourquoi vous placez votre cache, et pour telle ou telle chose, ça change un peu l'utilité. Mais qu'est-ce qu'on appelle de mettre quelque chose en cache? Dans quel type de techno vous entendez parler de cache? Ou un cache, par exemple, sur notre Votre un proxy? historique, un historique, hein, une Non, sauvegarde, non, c'est pas une histoire de. Alors déjà, qu'est-ce que du cache à la base? un historique. Je sais pas. Alors non, le On dit cache souvent, c'est une j'entends mémoire. souvent dire il faut vider son cache pour ne pas Exactement. garder de ouais. Alors le cache c'est une mémoire, d'accord? Mémoire. À la base c'est une mémoire le cache. Donc elle se trouve où? C'est d'un point de vue physique, elle se trouve où à la base le cache? Maintenant, tout le monde utilise du cache un peu à droite à gauche, mais le mot est pas bon. Par exemple, quand tu me dis vider son cache, tu parles de vider le cache du navigateur web. Alors c'est dans le cas du navigateur web, c'est pas vraiment une mémoire, c'est juste une déformation qu'on fait du mot cache. Mais le principe reste le même, vous allez voir. À la base des bases, le cache, la mémoire cache, elle vient d'où? Quel équipement physique dans votre ordinateur possède de la mémoire cache? Non, Le c'est pas la RAM, processeur? c'est le processeur. Exactement. C'est le processeur qui possède de la mémoire cache. D'accord? Euh, Lorsque vous regardez un film, généralement, est-ce que c'est la même chose quand la mémoire tampon charge? Est-ce qu'elle charge dans le cache aussi? c'est du cache, mais c'est pas de la mémoire en réalité. Donc, je dis que le mot maintenant, D'accord. maintenant le mot est un peu galvaudé dans la manière dont il est utilisé, Voilà, mais c'est pour ça que je voulais vous poser. le process reste le même en réalité. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qui va changer lorsque mon processeur il met une information en mémoire cache, il la met dans la RAM ou qu'il la met dans le disque dur? Quelle est la différence entre ces trois choses-là? La rapidité Quand d'exécution. Alors, normalement, il utilise la RAM pour pouvoir faire des calculs, parce que la RAM va plus vite, donc il peut récupérer ces données-là plus rapidement. On est d'accord? Il stocke les résultats dont il n'a plus besoin, ou en tout cas pas besoin dans un temps assez rapide, il va les stocker dans la ROM, donc dans la mémoire morte, le disque dur en réalité. D'accord? La mémoire cache, en réalité, c'est une mémoire qui est encore plus rapide que la RAM et qui permet au processeur de pouvoir utiliser certaines données dont il a besoin, donc c'est lui qui va décider lesquelles pour des calculs, de pouvoir les récupérer encore plus rapidement. D'accord? C'est le type de mémoire le plus rapide pour le moment, la mémoire cache. On ne fait pas de mémoire plus rapide, hein, d'accord? Donc la mémoire cache, c'est pas en giga, hein, d'accord? La mémoire cache, c'est en mégaoctets, hein. C'est de la mémoire, il y Ça en a a quand très même peu. Monsieur, c'est un côté éphémère en fait, la mémoire cache. Comme la RAM, si tu Ouais. éteins, elle disparaît. Ouais, c'est tout ce qui est volatile en fait. Exactement. D'ailleurs, le cache du processeur, on appelle ça une antémémoire, pour être exact. D'accord? C'est ce qu'on a de plus rapide. D'accord? Alors pourquoi est-ce que c'est très rapide? Déjà parce qu'elle est située vraiment quasiment collée au processeur. D'accord? Elle est collée au processeur. Donc si vous rentrez un peu dans le détail, vous verrez qu'il y a trois, quatre types de mémoire cache. Plus on monte de niveau, plus c'est puissant. D'accord? Et c'est là où il va venir récupérer ce dont il a besoin le plus rapidement. Donc plus un processeur il a de la mémoire cache, plus il peut se permettre d'avoir de données à utiliser rapidement. Ah, D'accord? Donc c'est pour ça et qu'aujourd'hui, L1, L2. exactement, L1, L2, L3, L4, et je pense que ça monte maintenant sur moi jusqu'à L5, il doit y avoir encore une mémoire encore plus rapide. D'accord. Qu'est-ce que vient faire la EEPROM là-dedans? La EEPROM, c'est un type de RAM. Mais est-ce que celle-ci c'est une mémoire rapide? La EEPROM, c'est plutôt une mémoire morte pour moi. Donc on s'en sert quasiment pas en fait de la EEPROM. Euh, c'est très ancien maintenant quand même, la EEPROM, hein. Mais pourtant, elle est encore présente chez certains constructeurs. Oui, il y en a encore qui l'utilisent, mais aujourd'hui, on fait plutôt de la EEPROM même, je dirais. Voilà. Ouais. Donc c'est Un peu pas plus considéré poussé. comme un cache, la Ah EEPROM. non, du tout, non, non, du tout, du tout. C'est plutôt de la mémoire morte, la EEPROM, hein. Là, on est sur des vitesses qui D'accord, très sont bien. complètement. J'ai pas les chiffres exacts parce que je suis pas du tout spécialisé hardware, mais en tout cas, la EEPROM, tu es très très loin du cache. Le cache D'accord, merci aujourd'hui, le monsieur. cache du processeur, il n'y a rien de plus rapide réellement. D'accord? Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on met pas de la mémoire cache partout du coup?
Parce qu'on met pas de la mémoire cache à la place de la RAM. Mais parce qu'elle est éphémère, elle peut disparaître ou. La RAM aussi, Elle- elle peut Ah, disparaître, la RAM. À partir du moment où tu l'éteins, le cache, il se comporte comme la RAM à ce niveau-là. À partir du moment où tu éteins la machine, d'alimentation électrique, que ce soit ta RAM ou ta mémoire cache, la cache, elle se vide. Euh, Contrairement à la mémoire morte. Donc techniquement, on pourrait se dire, bah, autant mettre du cache partout sur les RAM, oui, c'est vrai. on gagnerait beaucoup de vitesse. Le problème, c'est que la mémoire cache, c'est encore très, 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 très cher. On ne peut pas se permettre de mettre de la RAM en mémoire cache. Pour le moment, peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pour le moment, c'est impossible. D'accord? C'est vraiment une mémoire qui est très, très chère. Comme je vous dis, c'est en mégaoctets et encore, hein, si vous avez du mégaoctet, c'est déjà pas mal. D'accord? Je sais C'est-à-dire pas que le problème actuel, c'est pas technique, c'est juste financier. Ah oui, bien sûr, parce que c'est alors j'ai oublié c'est quoi qu'il y a dedans, le nom du matériel qu'il y a dedans. Mais c'est un matériel qui coûte très cher et surtout qui est très compliqué à produire. Ok, donc C'est problème compliqué à produire. financier. Ouais, C'est pas technique comme il a dit Vincent. non, c'est pas technique. Pourquoi le faire si personne. C'est surtout ça. Mais d'accord, encore une fois, You are now alors unmuted. IBM, par des technos, vous allez voir souvent IBM, ils étaient dessus en la mémoire cache 68, hein, pour IBM. Donc je sais pas. Oui, je saurais pas te dire. Je crois pas que c'est du palladium, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bah, attends, je peux regarder à la limite. Euh, You are now muted. alors, je l'ai pas trouvé encore, mais dès que je trouve, je te dirai ça. Ok, quand je trouve ça, je te dis. Juste au passage, ouais, donc comme je disais, c'est IBM 1968, la mémoire cache. Donc apparemment, c'est du cristal même, la mémoire cache, une partie de cristal. Donc ça peut être pas mal de choses. Ça peut être c'est des matériaux qui ressemblent beaucoup à du cristal. Et surtout du silicium. Donc, voilà. Je fais du matériel qui fasse comment on appelle ça, des semi-conducteurs. Des matériaux qui fassent circuler l'électricité à très grande vitesse. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit qu'une mémoire elle est très rapide, ça veut dire que c'est l'électricité qui est dedans qui tourne très 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 vite. D'accord, du silicium. Alors, oui, donc la mémoire cache, c'est ça le principe de la mémoire cache. D'accord, à la base. Ensuite, on a commencé un peu à déformer un peu ce mot-là pour certains services. Par exemple, le DNS, il a une mémoire cache. Par exemple, votre navigateur web, il a une mémoire cache. Qu'est-ce que ça signifie du coup? Alors, comment fonctionnent les serveurs DNS? Par exemple, là, si vous montez un DNS, comment est-ce qu'il va marcher? Il va se synchroniser avec. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un cours par rapport au DNS, mais il y a ce qu'on appelle les DNS racines. C'est les DNS qui ont toutes les informations plus ou moins qui circulent de nom de domaine en tout cas, qui circulent sur Internet. D'accord? Il y en a une quinzaine. D'accord? On estime qu'il y a à peu près 15 DNS racines dans le monde. Si ces DNS-là, ça venait à tomber un jour, on perdrait Internet. Enfin, on perdrait Internet comme on l'utilise nous. On n'aurait plus de nom de domaine. Donc, c'est-à-dire que votre DNS à vous, il va se synchroniser avec
les DNS mondiaux à un intervalle peut-être de 2, 3, 4 heures. D'accord? Peut-être que tous les 4 heures, il va synchroniser. Pourquoi? Si entre ces 4 heures-là, il y a eu un changement, ben, il est prévenu. D'accord? Donc, lorsque vous allez aller sur votre interface CMD, par exemple, et que vous allez faire un NS lookup, attendez, on peut le faire là. Voilà. Si là, je fais un NS lookup de google.fr, d'accord? C'est bon, si je me l'espace, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc là, il me répond. Donc là, c'est qui m'a répondu? Bah, le DNS. Soit c'est pas le. Je suis passé par le bien que je viens de surligner là, ici. D'accord? Ouais. Mais là, celui qui m'a répondu, il ne fait pas autorité. Donc ça veut dire que déjà, celui qui m'a répondu, qui est celui-là, on est d'accord? C'est pas lui qui avait l'information que c'était Google. D'accord? Donc, déjà, je sais que c'est pas donc je sais déjà que l'information, c'est pas celui-là. Donc lui, il a forcément fait une demande à un autre DNS. Il a probablement fait une demande au DNS qui gère ce nom-là. C'est le serveur mondial de Internet, non? C'est probablement un des serveurs DNS de Google. On est sûrement passé par un des 15 serveurs qui gèrent au niveau mondial Internet. D'accord? On pourrait faire un tracert pour voir, mais bon, c'est pas, à la limite, c'est pas spécialement pertinent. Si jamais Mais je refais pour que la réponse soit aussi rapide, il a un cache, ce DNS qui nous a remonté l'information. alors non, là, il n'y avait pas spécialement de cache. Je pense pas. Je pense pas avoir déjà fait un lookup www.google.fr, mais je pense pas que ce soit par le cache là. Là, par contre, si je la refais, Ouais. là, par contre, c'est le cache qui m'a répondu. Donc là, bon, on se rend pas compte au niveau des vitesses. Pourquoi? Parce que le DNS, ça va très vite, donc il n'y a pas de problème. Oui. La seule chose que j'ai gagné là, ici, c'est quoi? C'est pas de la rapidité que j'ai gagné, c'est quoi? Parce que la mémoire cache, elle ne me fait pas gagner que de la vitesse. Quand j'utilise, par exemple, par rapport au DNS, tout ça, c'est pas la vitesse qui me fait gagner ici. C'est quoi ce que je... La connexion, la connexion justement de l'adresse. Exactement. Alors là, lorsque j'ai fait le deuxième NS lookup www.google.fr, là par contre, c'est pas le serveur de Google qui m'a répondu. En réalité, lorsque j'ai fait la première demande là ici, le résultat, la réponse que j'ai obtenue, cette réponse-là, mon DNS, il l'a mis dans sa mémoire. D'accord? On parle de cache. Donc c'est pas une mémoire cache, hein. Il l'a mis en cache. D'accord? Ça veut pas dire qu'il y a de la mémoire cache dedans. Mais le procédé reste le même. En gros, il l'a mis à côté de lui, si vous préférez. Il l'a gardé à côté. Il l'a gardé proche de lui parce que, pourquoi? Il s'est dit, si jamais il me refait la demande, si jamais il me refait un NSLOOKUP www.google.fr, au lieu que j'aille chercher l'information jusqu'à chez Google, ben, vu que l'information je l'ai, je vais lui balancer tout de suite. D'accord. Monsieur? Ouais. Excusez-moi. En fait, c'est ce qui regroupe en fait tout notre historique. Oui, tu as une histoire d'historique dedans, ouais. Parce qu'il faut avoir déjà contacté une première fois Tout cette à chose-là. fait. Donc c'est pour ça que l'historique est présent et c'est là-dedans en fait qu'il va puiser dans cet historique. C'est une des manières dont fonctionne l'historique. L'historique, c'est juste une mise en cache, hein, de toutes les connexions que vous avez pu faire avant. Mais pour en revenir donc à cette histoire-là de cache, lorsque tu dis j'ai mis une chose en cache, par exemple sur le navigateur web, c'est pas de la mémoire cache qui tourne derrière, évidemment. Par contre, le procédé reste le même. La mémoire cache, comme je dis, c'est une mémoire qui va vite, mais qui surtout, elle est très proche du processeur. C'est-à-dire que le processeur, au lieu de se dire je vais envoyer l'information jusqu'à la RAM, ben, je vais l'envoyer juste là, à la mémoire cache qui est à côté. Donc non seulement elle est à côté, donc je vais l'atteindre plus vite, elle va me répondre plus vite, et en plus de ça, elle fonctionne plus vite, déjà de par son fonctionnement. Donc je gagne énormément de vitesse. Le principe de la mémoire cache, qu'elle soit sur le DNS, ou qu'on parle de mémoire cache d'Exchange, ou qu'on parle de mémoire cache de votre navigateur web, la notion de vitesse, c'est pas parce que c'est de la mémoire cache fabriquée, c'est parce qu'en réalité, c'est de la mémoire qu'on garde près de nous, comme ça. Au lieu d'aller faire une requête DNS ici, ben en fait, je vous ai juste balancé la réponse. Imaginons que cette mémoire cache, je la garde pendant 8 jours. S'il y a un changement, eh ben on va sortir Exactement. l'information d'il y a 8 jours. Exactement. Si là, Google, il décide de changer leur adresse IP, mais que moi, dans ma mémoire cache, j'ai gardé l'information de l'ancienne information,
bah, si ma mémoire cache elle n'est pas mise à jour, bah, j'aurai des informations fausses puisque je ne récupère plus les informations en temps réel, je les récupère dans ma mémoire cache. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez créer un serveur DNS ou que lorsque vous allez créer un navigateur ou peu importe ce que vous allez développer, c'est vous qui fixez combien de temps la mémoire cache elle peut rester chez les clients. D'accord? Si vous allez sur les options DNS de votre serveur Windows Server 2016 par exemple, vous avez une option qui vous permet de fixer cette mémoire cache. Vous pouvez dire, eh ben, lorsque mon DNS il va contacter un client, ben, il va laisser sa mémoire cache pendant maximum 4 heures, par exemple. Ça veut dire que le client, il sait tout de suite qu'au bout de 4 heures, sa mémoire cache, elle n'est plus à jour ou elle n'est plus viable. Donc, il va refaire une demande au DNS. D'accord? Donc, ça se règle. OK? Pareil pour les navigateurs web, etc., etc. D'accord? Donc, elle est là, la notion de mémoire cache. D'accord? Donc, quand je parlais, pour en revenir là au cours de mode exchange et mise en cache, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être mises en cache, pas tout, mais certaines choses qui peuvent être mises en cache. D'accord? Par exemple, je cherche à joindre, je sais pas moi, toto@cfiac.fr, il faut bien que je récupère son adresse IP. Bah, si je lui ai déjà envoyé un mail, au lieu d'aller faire une requête DNS pour récupérer son adresse IP, je l'aurai en cache. Donc elle sera déjà à disposition. Donc je gagne du temps en bande passante surtout. Je vais m'éviter d'aller faire une requête au serveur DNS. D'accord? Par contre, on est d'accord, si entre-temps l'adresse IP de toto@cfiac.fr a changé, mon mail n'arrivera pas. Sur ça, on est d'accord. Alors, est-ce que c'est clair pour la mémoire cache? Pour les différences entre la mémoire cache, la vraie mémoire cache quand on parle du processeur, et la mémoire cache, le fait de mettre quelque chose en cache sur un logiciel. Il y a une petite nuance. D'accord? Mais le procédé reste le même. Alors, toujours sur MAPI, les inconvénients, bah, déjà, si vous n'avez pas des clients Microsoft, vous êtes cuit. Commencez. C'est ça le gros problème. Donc bon, on est d'accord que généralement, il n'y a pas spécialement de machines Linux en bureautique. Hein. Par contre, il y a une autre marque enfin, il y a un autre éditeur qui aurait pu poser problème pour le coup. Je vais probablement pas me connecter à un Exchange depuis un serveur ou depuis une machine qui tourne sur Linux. Par contre, je peux probablement m'y connecter depuis quoi? Autre que Windows et Linux. M'y connecter depuis des appareils Apple. Sur Apple aussi, c'est pas du tout optimisé. L'inconvénient de MAPI, c'est que parce que c'est pas dans l'intérêt de Microsoft d'ouvrir. C'est du Exchange et que vous voulez tirer le meilleur clairement sur du Windows cellulaire. Si vous mettez des tablettes dans vos entreprises, du Windows comme OS sur les tablettes. Et l'autre gros inconvénient, c'est surtout le tarif. Toute une infra Windows entière. You are now muted. Alors, je ne sais pas si j'ai un exemple ici de licence utilisateur qui traîne ou pas. Non. Ok. Alors, donc, pour Exchange Active 5, alors je rappelle, Exchange Active 5, c'est le nom de MAPI, hein, d'accord? C'est le nom officiel de MAPI.
Donc, ça fonctionne un peu comme pour les maps au niveau de la synchronisation, d'accord? On va synchroniser les dossiers des courriers électroniques. Donc, depuis Exchange 2007, Exchange utilise son propre moteur SMTP, d'accord? Auparavant, il aurait fallu vous connecter avec Exchange au moteur SMTP de votre box, donc de votre fournisseur d'accès Internet, d'accord? Quoi d'autre? Synchronisation des carnets d'adresses, des agendas et des tâches. Ça, l'IMAP, il ne peut pas le faire. D'accord? Il ne vous laisse pas le faire. OK? L'IMAP, il ne vous permet que de récupérer des mails. Rien d'autre. D'accord? Et la dernière chose, c'est la gestion du push. Le push, c'est ce fait de s'envoyer des données en temps réel, via surtout la HTTPS. Donc là, si vous avez... Alors, en termes de théorie, pour moi, si vous avez retenu jusqu'ici, pour moi, on a fait le tour au niveau de la théorie. D'accord? D'un point de vue théorique, pour moi, ouais. J'ai juste une petite question par rapport aux licences. Existe-t-il plusieurs types de licences où il y a juste une licence externe pro, où il y a pour les particuliers, ou je sais pas, pour les petites entreprises, ou je, je me pose la question. Alors oui, il y a deux modèles. Hein. Exchange, il y a le standard et il y a le... Alors, je ne sais pas s'ils appellent ça le illimité. Et je pense qu'ils appellent ça data center. Du coup, deux types de... Il y a deux licences, ouais. Il y a la standard, ça je m'en rappelle, et il y a la... Comment on appelle ça? Alors, est-ce qu'ils appellent ça data center? Non, Enterprise. Il y a la Exchange Enterprise et la Exchange Standard. D'accord? Alors, honnêtement, je connais quasiment pas de boîtes qui prennent du standard parce que le nombre de bases de données, c'est 5. D'accord. En fait, c'est basé sur le nombre de bases de données. Ouais, de bases de données que tu peux utiliser en même temps. Ouais. D'accord, ok. Donc, 5 bases de données, c'est pas énorme. D'accord? Ça fait pas beaucoup d'utilisateurs. Ok. Par contre, la Enterprise, tu peux mettre jusqu'à 100, il me semble, de bases de données. Donc, tu as une grosse différence entre les deux. C'est limité à 1 Tera les bases de données C'est ça. pour la standard. Donc, Par base, à 5 bases de données à 1 Tera. Ouais, 1 Tera, c'est pas énorme, comme tu dis. Ouais. C'est rien du tout, ouais. 1 Tera, c'est vraiment rien. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Ok. Merci. Sachant que derrière, il te faut aussi, ça c'est la licence côté serveur, mais il te faut aussi des licences côté utilisateur. Ça veut dire que, par exemple, tu montes en place un exchange, déjà il te faut la licence pour le serveur. Mais ensuite, si tu as 10 utilisateurs, bah, il te faudra 10 licences d'accès client. On appelle ça des CAL. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un peu abusé quand même qu'ils te fassent payer parce que tu montes pas un Exchange Server pour ne pas avoir de clients. Enfin, c'est bizarre. On est d'accord, mais Microsoft a toujours fait comme ça. Si tu montes une ferme RDS, bah, ça va être exactement la même chose. Il faudra des licences d'accès utilisateur. Sachant que C'est incroyable ça. les licences d'accès utilisateur, ça se donne aussi bien aux ordinateurs qu'aux utilisateurs. Donc, faites attention à bien faire vos calculs. Si un jour vous êtes amené à le faire en entreprise. Par exemple, si vous donnez une licence utilisateur à un ordinateur, il n'y a que cet ordinateur-là qui peut se connecter à Exchange. Il n'y a pas moyen de modifier, par exemple, si la machine tombe en panne ou l'utilisateur Si, ça c'est fait. Si la machine tombe en panne, tu peux. Mais par exemple, imaginons que j'ai mon PC attitré au travail. D'accord? J'arrive. La licence d'accès utilisateur qu'ils ont mis, ils ont décidé de la dédier à l'ordinateur. C'est-à-dire que je peux accéder à Exchange depuis cet ordinateur-là, il n'y a pas de problème. Je rentre chez moi, j'ai envie d'accéder à mes mails depuis mon téléphone, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la licence, elle est liée à l'ordinateur. Il faut que je me logue avec l'ordinateur. Vous vous rappelez, dans l'AD, il y a aussi bien les users que les computers, si vous vous rappelez bien. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une authentification via l'ordinateur directement sur l'AD. D'accord? Du coup, c'est plus censé de le faire du compte user. Alors, en règle générale, on essaie de le faire depuis le compte user. Par contre, il y a des petites exceptions. Il y a des petites exceptions dans le sens où il y a des boîtes où vous n'avez pas le droit de consulter vos mails en dehors du travail. Par exemple. Okay. Donc ça peut être une solution à mettre en place aussi, à dire que voilà, je mets que les ordinateurs. Ou par exemple,
Voilà, si vous avez 10 ordinateurs mais 20 employés et que vous voulez que les mails soient consultés uniquement en interne, bah, à ce moment-là, au lieu de mettre 20 licences pour les 20 utilisateurs, vous mettez juste 10 licences utilisateurs. Pour juste vos 10 ordinateurs. Et les gens tourneront dessus ou ils se débrouillent. Mais ça peut arriver que parfois on mette celle des ordinateurs. Mais en règle générale, on met celle des utilisateurs quand même. Ne serait-ce que parce que si vous voulez que vos utilisateurs ils puissent être libres de consulter leurs messages un peu partout, Oui. voilà, ne serait-ce que depuis leur téléphone. Hein. C'est-à-dire que des fois, tu travailles, tu n'as même pas envie de passer sur le PC, mais voilà, tu veux juste consulter ton mail depuis ton téléphone. Bah, si tu n'as pas Oui, la mais licence même, avec, tu peux pas. même au sein de l'entreprise, on peut être vacant, en fait. Je sais pas, avoir Exactement. accès en réunion, en salle de réunion, à partir de son bureau. Oui, non, Exactement. c'est important de le savoir Ouais. pour pouvoir Donc, ouais, gérer. Ok. c'est exactement ça. Donc, ouais, donc faut bien comprendre au niveau de la tarification comment ça marche. D'accord. À partir du moment, de toute façon, prenez toujours l'habitude que quand vous allez commencer à faire, quand on va vous demander d'étudier une solution de déploiement voilà, de telle ou telle solution, d'accord. Par exemple, que ce soit VMware, que ce soit peu importe ce que ce soit, il faut toujours penser licence. Qu'est-ce que ça coûte en termes de licence? Toujours, parce qu'il y a toujours une réalité de licence derrière, il y a une réalité budgétaire, d'accord. Et souvent, c'est pas que le serveur qui va avoir besoin d'une licence. Souvent, il y a des licences d'accès utilisateur. D'accord. Mais Monsieur Tara, Oui, oui, lorsqu'on lit la licence à un PC et que ce PC tombe en panne, je peux pas extraire si, la licence et le si, tu peux. réinstaller. Si, tu peux, c'est pas un problème. Tu vas la réinstaller sur un autre ordinateur, par contre. Ok, Tu peux, il n'y a merci. pas de problème. C'est comme quand tu achètes un PC tu mets un Windows 10 dessus, avec une licence. Si demain ton Windows 10, ton PC il tombe, tu récupères ton Windows 10, bien sûr. Ok, merci. Alors comment on appelle des licences? Ça ne se fait plus maintenant, c'est interdit. Mais il y a encore peut-être 2 ans de ça, ça se faisait. Comment on appelle des licences qui sont liées à une machine? C'est-à-dire que vous achetez la machine avec la licence dedans. Si l'ordinateur tombe ou la machine tombe, vous perdez la licence. Comment ça s'appelle? Qui se rappelle du nom? Alors si vous Non, tombez mais sur ça, OM. exactement, une licence OEM. C'est exactement ça. Alors sachez que ça maintenant c'est devenu interdit en Europe en tout cas, ça aux États-Unis aussi. D'accord? C'est devenu interdit. On appelle ça une licence OEM. D'accord? En gros, c'est une licence qui est liée à votre matériel. OK? Alors ça, c'est interdit parce que si vous achetez un PC avec un Windows 10 dedans, donc une licence Windows 10 dedans, normalement, vous avez acheté et le PC et la licence. Donc, c'est deux choses différentes. D'accord? Donc ça, c'est interdit maintenant. Donc si vous tombez sur ça, sachez que c'est interdit. Il y en a encore. Hein. Il y a des magasins qui vendent encore du OEM. Alors, comment on appelle par contre une licence qui n'est pas liée au matériel, du coup? Retail, vous achetez la mise à jour. Donc la licence Retail, OE, Retail, ouais, RETAIL, ouais. Ou la excusez-moi, licence, monsieur, retail, c'est en rapport aussi avec, comme le processeur AMD que je dois acheter, il est en retail, donc ça veut dire qu'il est vendu seul, en fait, c'est ça? Il est rattaché à rien du tout, en fait. ouais, ouais. D'accord. En fait, tu vérifies s'il n'y a pas de socket même avec. La licence OEM de base, elle est destinée à qui? Aux assembleurs. HP, Asus, Lenovo, tout ça. D'accord? À la base, elles étaient destinées à eux. D'accord? Maintenant, c'est terminé. Hein. D'accord? C'est que, donc, c'est des licences qui coûtaient moins cher, mais par contre, on ne pouvait pas déplacer la licence d'un PC à un autre. Mais maintenant, c'est interdit. D'accord? Il y a un autre type de licence aussi qui existe. D'ailleurs, pour les CAL, c'est celle-là qui va être utilisée.
Donc c'est surtout pour les entreprises, d'ailleurs, ça ne se fait pas pour les particuliers. Alors, est-ce que vous avez eu un cours de Windows WDS, par exemple, un cours de déploiement Windows? Oui. Alors, quand vous mettez en place un Windows serveur WDS, un serveur de déploiement Windows, il vous faut quoi pour déployer les images? Bah, il nous faut le fichier boot et le fichier install. Ouais, mais au niveau licence, Au niveau licence, je me souviens pas de l'image, mais on l'a pas vu pour alors, l'activer. Après, alors on l'a vu dans créer euh, on l'utilise. You are now Et, muted. et du coup, elles vont être activées directement. Il faudra juste les renouveler toutes les, je crois que c'est 2 fois par an. Il me semble que c'est 180 jours qu'elle date. Donc on appelle ça une activation KMS. Ok? KMS, c'est service de management de clés. Et ces D'accord. licences, elles sont disponibles uniquement pour certaines fonctions. Ils ne sont pas disponibles pour tous. Non, non, tu as un Windows Pro directement qui tourne. C'est très, très propre. Ça, pour ça, il faut juste un serveur WDS. Alors, il y a très peu de boîtes qui l'utilisent, hein. Je sais que nous-mêmes à Orange, on ne l'utilise pas, par exemple. Et pourtant, on en déploie des Windows, on ne le fait pas. Donc, comment on fait par contre pour activer des Windows on a une licence en volume, mais on n'a pas de WDS. Alors, quand vous avez une licence en volume, c'est-à-dire que vous avez plein de clés que vous pouvez activer à la volée, mais Oui. que vous n'avez pas de WDS, là, par contre, vous êtes obligé d'appeler Windows à chaque fois. Ah. Donc, nous, à chaque fois, on appelle, Windows, on appelle Microsoft. On appelle Microsoft, on lui dit, bah écoutez, on veut activer telle ou telle machine. Et il l'active à distance. Donc, c'est un peu galère. Oui, non, mais c'est plus rentable, en fait, les licences en volume, quand on Ah oui, bien veut. sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est bien, bien, bien plus rentable. Par contre, il faut en avoir l'utilité. Parce que je crois que le plus petit volume, c'est 25, je crois. Ok. Donc, si tu n'en as pas l'utilité, c'est clair. Mais par contre, la licence, comment elle comment elle s'active? Il faut qu'elle soit sur un réseau déclaré, c'est-à-dire que le LAN il est déclaré à Windows et toutes les machines qui sont connectées à ce réseau, je sais pas, ils sont C'est en domaine. d'accord, donc c'est par rapport au domaine alors. Ouais. De toute façon, Windows, il part du principe que tu as toujours un domaine, hein. Ouais. Si tu ne suis pas, d'ailleurs, ça fait partie des best practices de Windows, de Microsoft surtout. Si tu ne suis pas, même si tu as même si tu as un support Microsoft acheté, que tu l'as acheté le support Microsoft et que tu es abonné plutôt, si tu ne suis pas les recommandations de Microsoft, ils n'interviennent même pas pour t'aider, même si tu Ouais, as tu acheté nous avais dit ça, Yacine. exactement. Mhm. Par exemple, Microsoft vous demande d'avoir 2 contrôleurs de domaine par domaine. Si vous n'en avez pas 2, demain vous les appelez, vous dites on a un problème qui n'est peut-être même pas lié au domaine, hein. Demain vous appelez, vous leur dites on a un problème avec notre exchange. Ils vont vous poser des questions pour connaître votre infra. Si vous leur dites je n'ai qu'un seul contrôleur de domaine, ils vont vous dire bah, vous en mettez un deuxième, sinon nous on ne se déplace pas, on vous envoie personne. Parce que vous ne suivez pas nos You are now recommandations. unmuted. Donc pour nous c'est normal que ça ne marche pas. Donc oui, c'est une reconnaissance par domaine, là. En fait, quand tu mets tes machines dans le domaine, bah, elle peut après déployer via le WDS, puisque le WDS est aussi dans le domaine. Tout est dans le Ouais, domaine, en c'est ça. fait. Là, c'est l'AD qui gère tout ça. Mhm. Oui. Il marche avec les versions en volume, d'ailleurs, ça.
Je disais, ça marche avec les services de clés, les Mac, les clés Mac. D'accord, en fait, c'est une clé d'activation, comment on appelle ça? Multiple. D'accord, c'est multiple activating key, si je me rappelle bien. D'accord. En fait, si tu as envie d'activer 25 machines ou 30 machines ou 50 machines, tu vas utiliser une clé Mac au lieu d'une clé KMS. Une clé KMS, on va dire que c'est une seule machine. D'accord. Ça va se faire automatiquement. Il faudra juste la renouveler, faudra juste la renouveler 2 fois par an. Alors que la Mac, c'est en groupe si tu préfères. Si tu veux activer 25 machines d'un coup ou 30 machines d'un coup, tu vas utiliser une clé Mac, une clé d'activation multiple. Non, mais c'est le même principe que la KMS. Donc ça, c'est à retenir parce que je sais que là, cette question-là aussi a été You are tombée. now muted. C'était une question ouverte en plus, hein. D'accord? C'était plus ou moins décrire comment vous y prendriez si on vous demandait de mettre en place une solution de déploiement. Donc ça, c'est à connaître. D'accord? Donc premièrement, on va déployer une image. D'accord? Donc du sysprep, tout le bazar. En passant par le mode OBI. Je ne sais pas si vous avez vu tout ça. Personnalisation de votre Windows, sysprep, créer une image. On appelle ça un master, pardon. D'accord? Donc c'est une image personnalisée de Windows. Ensuite, il faut un serveur de déploiement, WDS, si vous voulez automatiser le déploiement. Sinon, vous la mettez sur une clé USB tout simplement. Mais bon, si vous avez 20 PC à faire, vous allez faire les 20 PC à la main. D'accord? Et du coup, par rapport aux licences, si vous avez un WDS, avoir des clés KMS, des clés de volume, c'est pas mal. Ça vous fait gagner quand même pas mal de temps. Ok, donc par rapport donc à Exchange 2019, bon ça pour moi c'est pas spécialement à connaître, hein, d'accord, c'est plus pour votre culture à vous. C'est plus voilà, sécurité accrue sur la partie front. Donc front c'est la partie front web, on appelle ça, d'accord. C'est en l'occurrence ça c'est le CAS. Tout ce qu'on appelle front, ça veut dire c'est le premier frontal. À présent c'est alors You are now muted. ils géraient pas très bien les SSD, d'accord, ils ont amélioré ça. 250. Par contre, à présent, si vous n'avez pas au moins un Outlook 2013 minimum, ça ne marchera pas. Et sur ça, ils sont très forts parce que je vous rappelle qu'à partir de Outlook, vous pouvez d'accord. Bon. Là, aujourd'hui, si on vous demande de mettre en place un serveur Microsoft Exchange, vous allez avoir 2 solutions. Lesquelles? Alors, moi, je pars même du principe qu'il peut y avoir 3 solutions, mais j'en veux au moins 2. Ou quand vous dites solution, vous voulez dire des prérequis Non, les prérequis resteront les mêmes, mais comment est-ce qu'on peut déployer du Exchange aujourd'hui? Alors, je parle d'Exchange, mais en fait, ça s'applique même pour l'AD, par exemple, hein, pour pas mal de services actuellement. Mais, vu qu'on est sur Exchange, En format graphique ou encore? alors ça, c'est pour le côté administratif, mais je parle au niveau de l'infra. Alors, est-ce que on-premise, ça vous parle? Non. Non. Alors, si je dis que j'ai une infra on-premise, ça veut dire que elle n'est absolument pas sur le cloud. Ça veut dire qu'elle est où? En local? En local. D'accord? Donc, on-premise, c'est un mot que vous devez retenir. D'accord? C'est un mot qui est très, très utilisé aujourd'hui.
d'accord? Si on vous parle d'une solution on-premise, ça veut juste dire que vous avez foutu le serveur chez vous, hein. C'est juste ça, hein, d'accord? Mais on vous dira on-premise, ok? Donc, c'est mettre en place un exchange au sein de votre entreprise en interne, en local, on-premise, d'accord? Donc ça va impliquer quoi? Déjà, il faut que vous achetiez un ou plusieurs serveurs. On va même dire plusieurs serveurs parce que laisser tourner Exchange sur un seul serveur, c'est suicidaire, Des d'accord? ressources. Ouais, parce que Ils sont Exchange, trop forts Windows. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont numéro un. Ah, ils sont trop forts. Tu veux Donc, Exchange, mais d'abord mets des serveurs qui sont à qui? Ils sont à moi. et il vous faut minimum 64 Go de RAM pour un serveur Exchange qui tourne normalement. On a dit qu'il fallait 8 Go juste pour installation, hein. Mais oui, vous êtes d'accord avec moi qu'une fois qu'il est installé, il faut bien qu'il utilise des ressources pour gérer tous les utilisateurs. Ouais. Donc les prérequis, c'est minimum 64 Go de RAM par serveur. D'accord? Ensuite, donc là, vous êtes déjà sur deux. Là, Et vous une êtes déjà sur redondance minimum deux aussi. serveurs. Encore. Il faut une licence Exchange, sachant que vous avez déjà pris une licence Windows Server pour votre AD, et mettre en place Exchange sur un Windows Server. D'accord? Ensuite, prévoir de la haute disponibilité, donc de la réplication. OK. Donc, on appelle ça redondance de serveur. Alors, DAG, ce n'est pas la peine de le retenir forcément. D'accord? C'est le fait que votre base de données, parce que je vous rappelle qu'Exchange, on a dit que c'était surtout une grosse base de données via le mailbox. Oui. Donc, c'est ce qui permet de faire de la high availability, haute disponibilité, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, de base de données. Ça appelle ça la DAG, d'accord? Mais ça, vous n'êtes pas forcément obligé de retenir ça, d'accord? Et ensuite, il vous faut des licences utilisateurs. Donc là, ça, c'est la solution on-premise, hein. Donc, c'est déjà un bon budget, d'accord? Non seulement c'est un bon budget, puis ça demande quand même... là, ça, c'est une mission pour un informaticien qui va lui prendre aller peut-être un mois ou deux, hein, quand même, hein, d'accord? Récupérer les serveurs, les installer l'AD, mettre tout. Et encore, ça dépend de la taille de la boîte, hein, d'accord? Mettre tous les utilisateurs dedans, mettre les bonnes GPO, mettre les bons droits. Ça, c'est un projet qui va prendre des mois et des mois quand même, d'accord? Et derrière, il y a l'entretien, la main, etc., etc. Et encore, on n'a pas Ah, je parlé de suis fatiguée l'infrastructure déjà. réseau. Ça, c'est vraiment Je une suis grosse, grosse fatiguée déjà. mission. Sachant que Oh, derrière, vous avez aussi oh. toute l'infra-réseau à réfléchir aussi. Parce que du coup, ça va impacter au niveau réseau. Les mails qui vont commencer à circuler toute la journée sur le réseau du LAN, ça veut dire qu'il va sûrement falloir les couper du La réseau, bande. peut-être augmenter la bande passante, peut-être prévoir d'augmenter des câbles de meilleure qualité, peut-être des switches de meilleure qualité, etc., etc. Donc vous comprenez, installer pour énormément. Vous installer en entreprise. D'accord? Toujours prévoir une solution de retour en arrière. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce qui se passe si je me lance dans le projet et qu'après ça ne marche pas et que j'arrive pas à aller jusqu'au bout? Donc je me laisse toujours une porte de sortie. Je vais pas, je les laisse, je mets ma solution à jour. Là, je vais peut-être aller me débarrasser des anciens serveurs. D'accord? Mais tant que c'est pas fait, je les laisse au cas où. D'accord? Donc, scénario de retour en arrière. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Sinon, c'est un truc à se retrouver coincé si vous avez des clients dessus. Après, solution conventionnelle, d'accord? C'est ce qui se fait le plus souvent. Alors, jusqu'à présent, d'accord? Jusqu'à présent, c'est ce qui se faisait le plus souvent. C'est votre maintenance de support. Avoir une équipe IT qui soit quand même assez performante et surtout assez réactive. D'accord?
Du coup, la deuxième solution, c'est alors, je vais prendre en avantage. En gros, business standard. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. D'accord. Derrière, j'ai juste qu'à faire des redirections. Celle de l'hébergeur. Bah oui. Parce que les solutions de promesse ne peuvent pas lutter contre le cloud. Il y a encore. Et c'est en matériel coûte cher. Même si ça serait plus cher à installer, enfin à mettre en place, c'est quand même un gain de temps énorme. Pourquoi? Parce que quand vous passez par Microsoft Azure ou par OVH, on vous garantit 99,9% de scalabilité. Donc techniquement, votre infra ne peut pas tomber. D'accord? Techniquement, votre infra ne peut pas tomber. Et si elle tombe, l'hébergeur, il doit vous rembourser. D'accord? Vous êtes protégé par votre assurance et tout ce qu'il faut. OK? Donc là, en réalité, souvent dans les grosses boîtes, ces solutions-là coûtent même moins cher que le on-premise. Pourquoi? Parce que vous économisez déjà les coûts en Matériel. matériel et aussi surtout les coûts en maintenance. Vous n'avez pas besoin de... bien sûr, exactement. Si j'avais 10 informaticiens, je peux les mettre sur autre chose. Je n'ai pas besoin d'en mettre un qui va aller gérer le exchange. D'accord? Donc du coup, on gagne en productivité, on gagne en pas mal de choses. OK? Après, par contre, pour le moment, parfois, ça peut coûter plus cher qu'une solution on-premise. Donc ça, c'est une étude à faire au niveau de votre entreprise. Alors généralement, dès que vous dépassez une trentaine, quarantaine d'utilisateurs, ça va quand même moins cher le cloud. D'accord? Donc Exchange Online, comme on a dit, c'est du déploiement cloud. D'accord? Donc c'est ce qui est le plus récent actuellement. OK? Mais c'est Microsoft qui gère tout en réalité. Hein. C'est eux qui délèguent l'exploitation entièrement. D'accord? Ainsi que ce qu'on appelle le PRA. Le PRA, c'est ce qu'on appelle le plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que si ça tombe, c'est eux qui gèrent comment est-ce que ça va reprendre, en combien de temps ça reprend. Alors, en cloud, vous allez signer ce qu'on appelle alors vous allez le voir pendant le cours d'ITIL, vous allez signer ce qu'on appelle des SLA. Alors, les SLA, c'est une des parties les plus importantes sur un contrat cloud. Un SLA, en gros, ça veut dire que je te garantis 99% du temps que mon cloud, il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe s'il tombe? On est dans les 1% qui restent. Je te garantis qu'en 2 heures, il repart. À partir de 2 heures et 1 seconde, tu payes des pénalités. Monsieur? Ouais. Excusez-moi, c'est dans ce cas-là, comme disait Kairi la dernière fois, qu'il y a un plan de reprise d'activité? Bien sûr. Parce qu'il faut bien relancer la machine. Hein. D'accord. Et parfois, quand tu reprends la machine, alors c'est pas juste rallumer les machines, hein, c'est rallumer les machines, vérifier s'il n'y a pas des données qui ont été perdues. Entre-temps, si la base de données n'a pas été corrompue, qu'est-ce que je fais des données qui ont été enregistrées entre-temps mais qui sont peut-être pas remontées? Donc c'est énormément de travail, hein, d'accord? Donc un cloud qui tombe, ouais. Excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, un cloud qui tombe, c'est un cloud, c'est quand même énormément de choses derrière, hein, d'accord? Et ça se remonte pas rapidement. C'est pour ça qu'on prend toutes ces dispositions-là, d'accord? Qu'on met autant de data center, de redondance. Mais un cloud qui tombe. Mais tu as des patrons qui sont plus ou moins flexibles sur les données, en fait, par rapport au SLA. Ah oui, moi, il y a des contrats où nous, on négocie des contrats, par exemple, avec, je sais pas, Canal+ ou Air France, où ils vont nous dire, nous, 2 heures, ça ne nous suffit pas. Nous, on veut un quart d'heure. Après, ils paieront plus cher. Après, est-ce que c'est possible aussi? Mais ils paieront plus cher. Mais par contre, au niveau des SLA, au niveau du cahier des charges, directement. Au niveau des cahiers des charges. Du cahier des charges. Exactement. Maintenant, s'ils te disent, si l'infra, elle tombe entièrement, je veux qu'en un quart d'heure, ça soit remonté, tu lui dis, oui, mais ça, c'est pas possible. Pour le moment, en tout cas, c'est pas possible. Mais en tout cas, en termes de les SLA, c'est une des choses les plus importantes à avoir dans un contrat, surtout dans le cloud. D'accord? Juste pour vous donner une ordre d'idée, une infra qui tombe un week-end, alors on l'a eu 2 fois, ça tourne à peu près autour du 1 million d'euros de pénalité, environ. D'accord? Pour 2 jours. Hein.
2 jours de non-disponibilité de la plateforme. Et encore pas entièrement, hein, c'était une partie de la plateforme. D'accord, ça tourne à peu près autour d'1 million d'euros. Donc ça vous donne un peu une idée. Donc le cloud, c'est oui, le cloud, par contre, ça a des inconvénients aussi. Hein. D'accord, c'est pas la solution miracle non plus. Tar, Ouais. justement, par rapport au SLA, le PRA, là, de toute Ouais. façon, il est proposé lors de la négociation du SLA en amont. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que le SLA soit négocié pour dire c'est quoi votre PRA. Ah oui, non, non, bien sûr, hein, le PRA, le PRA, de toute façon, il est obligatoire. Il faut qu'il y ait un plan de reprise d'activité. Après, la SLA, elle va juste définir en combien de temps est-ce que tu t'engages à ce que l'activité est reprise. Si tu t'engages à ce que, si toi tu leur dis, ouais, vous inquiétez pas, même si ça tombe, en une journée, tout est remonté. Bah, si au bout d'un jour c'est pas remonté, bah tu. Ok. En deux. En réalité, Dans le sont les exactement qu'est-ce qui a été et signé. l'impact que ça aura sur les différents sites et les différentes sociétés, en fait, par l'avenir. Parce que s'ils n'ont pas de. Si, vous m'avez dit qu'ils avaient une redondance. Ils avaient une redondance. Alors, officiellement, ce qui a été communiqué par OVH, c'est que, et je pense que c'est plutôt vrai parce que quand même OVH, c'est un poids lourd. La salle qui a brûlé, c'est la salle, en l'occurrence, où ils ont une offre spéciale. Après, c'est peut-être là leur erreur, c'est qu'ils ont une offre qui s'adresse surtout aux particuliers, où tu prends du cloud chez eux. Par contre, ils ne te garantissent pas de redondance sur ça. C'est-à-dire que techniquement, ils te disent que s'il arrive quelque chose à ce data center-là, tu perds tes données. D'accord. C'est une offre que Donc, c'est ce les que je vous particuliers peuvent expliquais tout à prendre. l'heure. Ouais. Exactement. C'est une Au offre que niveau de les la souplesse, voilà. C'est ça. C'est une offre que, ça, par exemple, tu vas demander à, nous, chez nous, à OCB, si on ne le fait pas. Bon, en même temps, c'est normal, on n'a pas de particulier, par exemple. D'accord? Peut-être que si on avait des particuliers, on l'aurait fait. Donc, OVH a proposé cette solution-là. Il s'avère que c'est à cet étage-là que le feu a pris. Le souci, c'est que ça a Comme par touché les hasard. étages Hein. inférieurs. Ouais, bah, j'imagine qu'ils doivent Comme avoir du par matériel. hasard. C'est possible qu'ils aient mis du matériel un peu de moins bonne qualité à cet étage-là aussi, puisque c'est pas Ah l'étage bah qui oui, leur vu apporte le qu'ils plus de sous. n'assurent pas. Donc, Bien sûr, ils mettent moins de sous, moins de budget. bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le feu, par contre, s'est propagé aux étages où, par contre, il y a de la redondance qui est censée être assurée. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est surtout sur cet étage-là. Est-ce que toutes les données ont été récupérées sur cet étage-là? Sur ça, je pense qu'ils ne vont pas communiquer du tout maintenant. Je pense qu'il doit y avoir une enquête sûrement en cours. Mais normalement, cet étage-là, il est redondé. Il est redondé. Maintenant, tu sais, il suffit juste que le routeur il est cramé avant que la redondance ait pris. Tu auras quand même un peu de perte de données parce que la redondance, elle est tout le temps active. Hein. D'accord? Ça veut dire que normalement, dès que j'ai quelque chose qui s'ajoute sur ce data center-là, j'ai la même chose qui va s'ajouter sur le data center de redondance qui se trouve normalement dans une autre ville. D'accord? Par contre, s'il y a un petit delta de 1 heure ou 2, je vais quand même perdre. D'accord? Mais tu perds. Mais voilà ce qui s'est passé à OVH en réalité. Donc après, est-ce que c'est la faute des gens qui ont accepté de prendre des offres sans redondance? Bah, peut-être. Ou est-ce que c'est la faute d'OVH qui accepte de faire du cloud sans forcément de redondance? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Hein. La seule différence, c'est que la sauvegarde, elle était au data center. Donc, si le data center a cramé en entier, Mais là, en fait, la sécurité était sauvegardes. moindre. La sécurité était moindre à ce niveau-là, en fait. Quand on accepte un contrat avec eux, comme quoi on n'assure pas les données derrière, tomber, il n'y a pas de problème. Tu aurais quand même les sauvegardes derrière. Après, à partir du moment où le feu il a pris entièrement, là, ça, par contre, c'est plus compliqué. Après, pour qu'un mais data le feu, il center. n'a touché que ceux où les données n'étaient pas sauvegardées spécialement. Mais Non, les autres endroits. apparemment, il a touché plusieurs endroits, il a touché d'autres niveaux. Il y a d'autres Ah, niveaux qui ont d'accord. été impactés. Et puis, tu sais, tout est toujours mutualisé. Hein. Tu sais, demain, tu vas chez OVH, tu prends une adresse pour un site web, je te garantis que tu n'es pas tout seul sur cette adresse-là et tu n'es pas tout seul sur le serveur web. Hein. Surtout pour les offres les moins chères. Je ne sais pas combien de sites web qui se partagent le même serveur web. Hein. En gros, c'est comme si tu prenais un Apache et que tu fais ce qu'on appelle des virtual hosts. D'accord?
sur un seul et même serveur Apache, tu peux avoir 3, 4, 5 sites hébergés. Et souvent, tu ne sauras même pas qui est hébergé avec toi, hein. Donc, faut juste bien prendre conscience de ça. Mais le cloud, c'est pas la solution miracle, hein. Le cloud, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, comme toute solution. Pour le moment, la balance avantage-inconvénient, elle penche plus vers les avantages, donc on l'utilise. Si un jour ça venait à changer, on passerait sur un autre type de solution. Mais pour le moment, le cloud, c'est un risque à prendre, c'est que tu ne sais pas où sont exactement tes données, par contre. Ça pour le moment, et ça ne changera pas. C'est exactement ça. Pour le moment, le cloud, personne ne peut dire avec N'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de se faire subtiliser, quoi. un des serveurs des impôts. Techniquement, si je vais me balader sur leur dossier, j'ai le droit de le faire. Donc, personnellement, je me fais hacker moi. Données un peu relou. Donc, demain, selon la boîte où vous allez bosser, que ce qu'on appelle d'entrée des de télé.